Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter les dernières recommandations des valvulopathie. Les précédentes recours, elles dataient de 2017. Alors, je ne présenterai que les valvulopathies du cœur gauche, puisque la tricuspide fera l'objet d'une présentation à part entière dans une prochaine séance. Alors, le schéma, je vais rappeler rapidement les étiologies de chaque valvulopathie, les principaux critères de sévérité en ETT, et puis ensuite, on se concentrera sur les recommandations en soi. Vous allez voir qu'il n'y a pas de grande modification en soi. On va commencer avec l'insuffisance aortique. Donc, on diffère les étiologies, les origines chroniques et aiguës. La principale donc, des insuffisances aortiques chroniques, c'est l'insuffisance dystrophique, la maladie annulo-ectasiante. On a aussi les causes rhumatismales, dégénératives, la bicuspidie et les causes beaucoup plus rares, certains médicaments ou des maladies de système telles que la polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, les insuffisances aortiques aiguës, qui sont l'apanage des endocardites ou des dissections globalement, et aussi quelques traumatismes qu'on peut voir, des gros polytraumas. Donc, les critères de sévérité en échographie, alors bon, comme toutes les valvulopathies, mais en particulier l'insuffisance aortique, c'est vraiment une approche multiparamétrique parce qu'elle n'est pas toujours évidente à évaluer en ETT. Donc, on a souvent recours à l'ETO. Donc la surface d'orifice régurgitant, qui est supérieure à 30 mm² en faveur du NIA sévère, ainsi que le volume régurgitant supérieur à 60 ml. On peut mesurer aussi la vena contractare en ETT en coupe parasternale, qui correspond en fait au diamètre du jet à l'origine, à sa largeur la plus étroite, et qui est bien corrélée notamment avec la SOR et le volume régurgité. En coupe suprasternale aussi, en béquant, en faisant apparaître l'aorte, en faisant apparaître la crosse aortique, on peut mesurer la vitesse télédiastolicalisme. On tire en Doppler pulsé dans l'aorte descendante, en aval de la sous-clavière, et en cas de vitesse élevée, on est en faveur du NIA sévère. On a aussi la méthode des débits, qui est assez simple, hein, un hyperdébit aortique en faveur de supraradélite, généralement c'est bien en faveur du NIA sévère. En mesurant le débit mitral, on peut aussi mesurer ce qu'on appelle la fraction de régurgitation. Lorsqu'elle est supérieure à 50%, c'est en faveur du NIA sévère. Alors après, cette méthode-là, il faut s'assurer qu'on n'ait pas de grosse insuffisance mitrale ou de dilatation importante de l'anneau mitral, parce que dans ce cas-là, ça fausse la mesure et la fraction de régurgitation est fausse. Et on a aussi donc le PHT, qu'on mesure en Doppler continu en 5 cavités, qui correspond en fait au temps de demi-pression. C'est le temps qu'il faut pour que le gradient diminue moitié entre le VG et l'aorte. C'est un bon paramètre, mais qui peut être faussé quand les pressions sont élevées, hein. Donc, en cas d'IA modéré, si on a un OAP sur notre origine, le PHT peut être faussement diminué et ce n'est pas lié à l'insuffisance aortique. Donc, il faut quand même s'en méfier. Ensuite, ce qu'on utilise pas mal en ETT, c'est le retentissement sur les cavités gauches, hein. Une IA chronique va dilater les cavités gauches, hein, le ventricule gauche en particulier, sauf l'insuffisance aortique aiguë et l'altération de la FEVG. D'ailleurs, c'est ces critères-là, hein, qui apparaissent dans les recommandations de prise en charge. Donc, la première chose, quand on est en présence d'une insuffisance aortique, c'est de vérifier l'aorte. Lorsqu'on veut faire un geste sur la valve aortique, si on a une aorte supérieure à 45 mm, on a une indication à faire un geste sur l'aorte aussi. Donc, on peut mesurer en ETT, en ETO, et très souvent, le chirurgien demande un scanner avant l'intervention. Ensuite, bien évidemment, s'il y a des symptômes, en cas d'insuffisance aortique sévère et symptomatique, on va à la chirurgie. Ensuite, ce qui va plus nous intéresser là aujourd'hui, c'est en cas d'insuffisance aortique sévère et chez des patients asymptomatiques, à quel moment il faut se poser la question d'intervenir. Donc, en classe 1, les recommandations, elles parlent du diamètre télésystolique, supérieur à 50 mm ou 25 mm par mètre carré, ainsi que la FEVG inférieure à 50%. Ça, c'est les mêmes critères qu'il y a 4 ans. La seule chose qui change, c'est la classe. Il y a 4 ans, c'était une classe 2A, là maintenant, en classe 1. Et par contre, ce qu'on note, c'est qu'il y a encore 4 ans, il y avait le diamètre télédiastolique supérieur à 70 qui apparaissait dans les recours. Aujourd'hui, il n'apparaît plus. On ne parle que du diamètre télésystolique ou de la FEVG. Je vais vous montrer une étude après qui explique peut-être pourquoi ce critère n'apparaît plus. Et ensuite, ce qui est nouveau aussi, alors en classe 2B, mais de commencer à considérer la chirurgie lorsque le patient présente une insuffisance aortique sévère, à bas risque opératoire avec une FEVG inférieure à 55% et un diamètre systolique indexé supérieur à 20. Bon, c'est que du 2B, et c'est quelque chose qui apparaît, qui n'était pas là il y a 4 ans.
Donc, cette étude-là, qui est sortie dans le JACC en 2019, c'est une étude qui portait sur 350 patients. C'est du rétrospectif. C'est des patients qui ont une opération qui ont été opérés d'une insuffisance aortique à la fin des années 90. Et ils ont regardé à 10 ans la mortalité totale et les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et à partir d'une FEVG inférieure à 55%, un diamètre télésystolique supérieur à 20, on commence à avoir une surmortalité. Là, la courbe que je vous ai mise, c'est sur le diamètre télésystolique. D'ailleurs, c'est une erreur, j'ai mis 20, mais en fait, c'est 25. En vert, à partir de 25, on commençait à avoir une surmortalité. Et on voit par contre qu'il n'y avait pas d'influence du diamètre télédiastolique. Donc, ça explique possiblement pourquoi ce paramètre apparaît plus dans les critères. Voilà, bon, on ne voit pas de changement majeur dans l'insuffisance aortique. Ensuite, pour le rétrécissement aortique, donc les causes du rétrécissement acquis, donc parce qu'on connaît le plus le rétrécissement dégénératif, beaucoup plus rare, les maladies de Paget ou les polyarthrites ainsi que l'insuffisance rénale. Dans le RA congénital, essentiellement la bicuspidie, et ensuite les RA sous-valvulaires et supravalvulaires, que je connais beaucoup moins, notamment les membranes, voilà, mais qui sont beaucoup plus rares aussi. On peut passer rapidement sur les critères de sévérité en écho, le gradient supérieur à 40, une Vmax supérieure à 4 mètres par seconde, un index de perméabilité inférieur à 0,25 et une surface inférieure à 1 cm². Je vais faire un petit rappel sur les cas un peu particuliers qu'on a quand même de plus en plus fréquents. Les RA bas débit bas gradient qui correspondent en fait à des surfaces inférieures à 1 cm², mais avec des gradients inférieurs à 40, avec souvent donc des FEVG altérés et le bas débit qui est défini par un volume d'éjection systolique inférieur à 35 ml par mètre carré. On a aussi un peu moins fréquemment, mais qu'on voit quand même le RA bas débit bas gradient paradoxal, qui a les mêmes critères, sauf dans ce cas-là, la FEVG est conservée. Et c'est souvent le cas chez les personnes âgées, souvent les femmes, avec des petits VG et des grosses HVG. Donc dans ce cas-là, la question est de savoir si est-ce qu'on est vraiment en présence d'un RA serré ou d'un RA pseudo-serré sur le bas débit. Et donc là, on a plusieurs aides à disposition. La première chose, je ne l'ai pas mis, mais déjà, c'est l'aspect en échographie. Est-ce qu'on a une valve qui s'ouvre, très calcifiée? Ça, c'est quand même un bon paramètre. Et ensuite, on sait des examens, notamment de l'échographie de butamine à faible dose et du score calcique. Donc, l'échographie de butamine, on fait des paliers de 5 gamma. Généralement, c'est des paliers de 2 à 3 minutes. On monte progressivement. À chaque palier, on va mesurer à la fois l'ITV sous-aortique pour le débit et l'ITV aortique pour le gradient. La fréquence cardiaque ne doit pas monter énormément, généralement pas plus de 10 à 20 grands max battements au total, et on ne va pas plus de 20 gamma km/min. Lorsque l'ITV sous-aortique et que l'ITV aortique montent, c'est-à-dire qu'on a une réserve contractile et un gradient qui monte sous l'obus avec une surface qui reste inférieure à 1, c'est en faveur d'un vrai RA serré. Donc dans ce cas-là, il y a une indication de prise en charge, alors que si l'ITV sous-aortique monte, donc présence d'une réserve contractile, et le gradient ne monte pas, on est plutôt en faveur d'un RA pseudo-serré, puisque la surface va monter, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication à aller toucher à la valve aortique. Des fois, on est un petit peu embêté parce que il n'y a rien qui se passe, en fait, le débit et le gradient ne montent pas, donc la surface ne bouge pas, et là, c'est compliqué de conclure en échographie de butamine. Est-ce qu'on est en vraie présence d'un RA serré? Quand même, le fait qu'il n'y ait pas de réserve contractile, souvent, ça laisse à supposer que si on réouvre l'aorte, ça ne va pas être forcément d'un bénéfice pour le patient. Mais dans ce cas-là, ce qu'on fait généralement, on va quand même très facilement au score calcique aussi, qui est un examen simple. Le cut-off à retenir, c'est 2000 pour les hommes et 1200 pour les femmes, en faveur d'un RA serré. C'est supérieur à 3000 chez les hommes et inférieur à 1600, il n'y a plus de doute. Et inférieur à 1600 chez les hommes ou inférieur à 800, c'est improbable RA serré. La seule chose qu'il faut se méfier sur le score calcique, on l'utilise beaucoup dans les bilans pré-avis, mais c'est dans les bicuspidies sans calcification, parce que quand il y a une grosse fibrose de tissu et pas de calcification, le score calcique peut être bas sans véritable RA serré. Mais c'est vrai que nous, on l'utilise souvent dans les TAVI, on est sur des RA dégénératives, donc on n'a pas ce souci-là. Dans la bicuspidie aortique avec la fibrose, ouais, c'est un score calcique bas avec un vrai RA serré. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas ce que je dis, non? Je crois que tu as dit l'inverse. Ah, j'ai dit l'inverse. Non, c'est oui. Grosse fibrose sans calcification, on peut avoir un RA serré, un score calcique bas. Oui. Alors, les recommandations,
Donc, ce qui change pour le RA asymptomatique, c'est le critère de FEVG. En 2017, c'était plutôt 50%. Maintenant, quand on commence à être inférieur à 55%, il faut se poser la question d'intervenir sur le RA. C'est du 2A. Alors, en dessous, ça ne change pas, mais je l'ai remis à un RA asymptomatique, un test d'effort pathologique. C'est une indication si elle est remplacée la balle, c'est du classe 1. En cas de test d'effort normal et de bas risque opératoire, il y a plusieurs aussi critères qui peuvent nous laisser penser qu'il va falloir intervenir. Une Vmax supérieure à 5 mètres par seconde. Il y a 4 ans, c'était 5,5. Maintenant, ils ont diminué. Ce qui ne change pas, c'est les calcifications sévères, idéalement évaluées par spectroscopie plutôt. L'augmentation de la Vmax à 0,3 mètres par seconde par an, pareil, ça ne change pas. Ce qui apparaît, qui n'était pas là il y a 4 ans, alors c'est l'élévation des BNP, 3 fois la normale. Alors, ils disent bien sur des mesures répétées, sans autre explication. Voilà. Et par contre, il y a disparition du critère de PAPS au repos. Alors, j'ai essayé de chercher pourquoi. Il n'explique pas vraiment dans les guidelines. Voilà. Alors, le BNP, il apparaît que dans le rétrécissement aortique, il n'est pas dans les autres valvulopathies. On pourrait se poser la question, il y a probablement des études, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé de choses bien significatives. Alors là, je vous ai mis une étude qui est un essai randomisé sur 150 patients qui présentaient un RA serré à bon VG asymptomatique avec une Vmax supérieure à 4,5 mètres par seconde et des gradients moyens supérieurs à 50. Donc, il y avait un groupe chirurgie précoce et un groupe surveillance. Alors, il y a à peu près 70 patients dans chaque groupe et c'est sur un suivi médian de 6 ans environ. Ils ont regardé donc, les décès toutes causes et les décès cardiovasculaires. On peut voir que dans le suivi, l'étude est largement en faveur de la chirurgie précoce, puisqu'il y avait un décès de cause cardiovasculaire en groupe chirurgie, 15 dans le groupe surveillance. Et pareil, dans le groupe décès toute cause, c'était largement en faveur de la chirurgie. Alors, il faut quand même prendre l'étude avec quelques pincettes, parce qu'il y a des limites. Alors, bon, forcément, il n'y avait pas de double aveugle entre la chirurgie et le traitement médical. Mais aussi, on était sur une population qui était relativement jeune, c'était 63 ans la moyenne d'âge à bon VG, donc avec un risque opératoire très très faible. Et l'autre chose qui est quand même plus discutable, c'est que je vous l'ai montré dans les diapos précédentes, mais normalement un RACR asymptomatique qui doit avoir un test d'effort, et si le test d'effort est pathologique, il va en chirurgie. Et là, tous les patients n'ont pas eu de test d'effort dans cette population, alors que c'était des RACR asymptomatiques. Et d'ailleurs, c'est pas très clair dans la discussion, ils en parlent bien que c'est une limite, mais ils disent pas exactement, c'est à l'appréciation des centres. Ils ne disent pas combien de patients ont des tests d'effort et on ne sait pas dans le groupe surveillance sur les décès si c'était des patients qui avaient du test d'effort et si le test d'effort était pathologique ou non. Voilà, donc c'est pas des vrais asymptomatiques. Probablement pas, on ne sait pas exactement. Mais c'est sûr qu'on est un peu embêté par le fait qu'il n'y ait pas eu des épreuves d'effort systématiques, ce qui doit être fait. Normalement, gradient moyen supérieur à 50, Vmax 4,5. C'était randomisé, ouais, mais c'était pas du double aveugle, c'était randomisé. Alors ensuite, pour le TAVI, donc le TAVI prend un peu plus de place, on sait, notamment à partir de 75 ans. Maintenant, on doit se poser la question plutôt d'un TAVI et des patients à haut risque chirurgical avec les Euroscore et les STS. La chirurgie, ils disent plutôt inférieure à 60 pour 75 ans et patients à bas risque chirurgical avec des Euroscores inférieurs à 4%. Lorsque le risque est intermédiaire, c'est de la discussion. Après, ils insistent beaucoup dans les recours. Bon, c'était déjà le cas il y a 4 ans, mais sur la place de la discussion pluridisciplinaire et de la place du patient. En gros, c'est pas parce que le patient a 74 ans qu'il doit forcément avoir une chirurgie, ou c'est pas parce qu'il a 76 ans qu'il doit forcément avoir un TAVI. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus interventionnel sur les TAVI. Excuse-moi, tu as parlé 4% pour l'Euroscore. Ouais. Et c'est marqué vite sur l'écran. En fait, si je suis supérieur à 8%, c'est super, c'est haut risque. Inférieur à 4%, c'est bas risque. Donc, ils te disent, chirurgie, c'est quand l'Euroscore est inférieur à 4%, plutôt bas risque. TAVI, quand c'est supérieur à 8%, plutôt haut risque. Et intermédiaire, il ne tranche pas. Voilà. Et l'idée, après, c'est plutôt aussi sur l'âge 75 ans, plutôt TAVI. Inférieur à 75 ans, plutôt chirurgie, mais tout doit être discuté en gros. L'insuffisance mitrale. Donc, on a les étiologies primitives et secondaires. Donc, l'apanage des étiologies primitives, c'est les pathologies dégénératives qu'on connaît, soit la dégénérescence fibroelastique ou la maladie de Barlow.
les endocardites ou les pathologies rhumatismales, et secondaire, les cardiopathies ischémiques ou les cardiopathies dilatées primitives et hypertrophiques. Alors, les critères en échographie, on a certains, même sans la couleur, on peut très vite voir qu'on est en présence d'une IM sévère. Lorsqu'on a un diastasiste, quand il y a un gros défaut de coaptation entre les feuillets, vous avez un trou en ETT, et bon, ça traduit une IM sévère. De même que le flail leaflet, on a le capotage d'un feuillet. On a les paramètres la source supérieur à 40, le volume régurgitant supérieur à 60. Donc aussi, c'est des critères plus indirects, donc la fraction de régurgitation, comme dans l'IA. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait une insuffisance aortique modérée ou une dilatation de l'anneau aortique qui va fausser la fraction de régurgitation. Ensuite, ce qu'on peut céder, c'est le reflux dans les veines pulmonaires, le reflux systolique. Vous tirez dans les veines pulmonaires quand vous arrivez à la dégager en Doppler pulsé, et quand vous avez un reflux systolique qui est négatif, c'est en faveur d'un reflux dans les veines pulmonaires et ça traduit généralement une IM sévère. Le rapport des ITV aussi, qui est un bon paramètre, supérieur à 1,3, c'est en faveur d'une IM sévère, ou la vitesse de long 2 sur le Doppler mitral, et la présence d'une HTAP, bien entendu. Ensuite, comme dans l'IA, on va regarder le retentissement, une dilatation des cavités gauches, du VG et de l'OG. Généralement, on a d'abord une hyperkinésie aussi du VG, puis secondairement apparaît l'altération de la FEVG. Donc, les recommandations, classe 1, il y a 4 ans, c'était un diamètre télestonique supérieur à 45, et maintenant, c'est supérieur à 40, une classe 1, pour intervenir sur la valve mitrale. La FEVG, ça ne change pas, inférieur à 60%. Inférieur ou égal à 60%, c'est un critère d'intervention. Ce qui ne change pas non plus, c'est en classe 2A, lorsqu'il y a un sévère, ma risque opératoire, une oreillette gauche dilatée supérieure à 60, ou une HTAP avec des PAPS au repos supérieur à 50, et la survenue d'une EFA. Il n'y a pas une grande place à l'échographie d'effort d'insuffisance mitrale. Nous, on s'en sert quand même pas mal chez des patients qui ont des IM sévères et où chez qui on a du mal à étiqueter les symptômes, notamment sur les PAPS à l'effort. Je trouve que c'est quand même d'une aide assez significative. Quand le patient est symptomatique et que les PAPS montent rapidement, on s'en sert pas mal, mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas beaucoup dans les recours. Là, c'est une étude qui date déjà, de 2009, qui était sortie, je ne sais plus, dans le JAM, qui comparait, donc c'est un peu le même mécanisme que l'insuffisance aortique tout à l'heure. C'est des patients qui ont été opérés d'une insuffisance, pas tous justement, il y a 700 patients, 80% étaient opérés d'une insuffisance mitrale, c'était des insuffisances mitrales au moins grade 3, avec les FEVG conservés, et donc ils ont fait le suivi à 10 ans sur la mortalité de toute cause et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour un diamètre supérieur à 40 mm, que ce soit dans le groupe chirurgie ou le groupe traitement médical, il y avait une surmortalité plus importante dans le groupe surveillance simple, et il n'y avait pas d'influence du diamètre diastolique. Alors, pourquoi il y avait un groupe surveillance? Il y avait des patients qui avaient été récusés à la chirurgie, ils les ont quand même suivis. On peut voir que forcément, il y avait plus de mortalité dans ce groupe-là. Alors, je vais vous parler un petit peu des réparations mitrales percutanées, en particulier du MitraClip, qui a aussi de plus en plus de place, mais il y a quelques points à éclaircir. Donc, la première chose, c'est que les patients doivent être correctement sélectionnés, des patients non éligibles à une chirurgie. Et j'insiste, pour l'IM secondaire, c'est après l'optimisation du traitement médical. Donc, après les IEC, des doses maximales tolérées, éventuellement bêta-bloquant, aldactone, et héros-synchro, si un bloc gauche est déjà altéré. Ce qui change aussi, contrairement à 2017, c'est la définition de l'IM secondaire sévère. Avant, c'était une SOR supérieure à 20 et un volume régurgitant supérieur à 30. Et là, ça, c'était les recommandations européennes. Les recommandations américaines, elles parlaient d'une SOR supérieure à 40. Et là, ça y est, on s'est aligné avec les Américains. Maintenant, c'est une SOR supérieure à 40, un volume régurgitant supérieur à 60 ou 45 si bas débit. Donc, ça simplifie un petit peu les choses. Pourquoi ces critères ils ont été modifiés? Alors, c'est suite à l'étude COAPT, qui est l'étude qui a validé le MitraClip dans l'IM secondaire. Je vous ai remis, ça c'était les critères d'inclusion pour COAPT, une SOR supérieure à 30, une FEVG entre 20 et 50, et un diamètre diastolique du VG inférieur à 70. Il y a eu 2 études pour l'IM secondaire et le MitraClip. Une non significative, c'était MitraFR, qui montrait qu'il n'y avait pas
de modification du critère primaire dans le groupe Mitraclip vs traitement médical, alors que Coapt était significatif. Et pourquoi? Alors, on peut voir que dans les deux groupes, enfin dans les deux études, le succès de l'implantation était similaire. Mais ce qu'on voit, je vous l'ai mis en rouge en bas, c'est que la SOR était plus élevée dans l'étude Coapt et avec des VG moins dilatés. Donc, dans le Mitraclip, même dans le MitraFR, même s'ils ont corrigé la fuite mitrale, on n'a pas amélioré les décès et les hospitalisations parce que le pronostic se faisait sur la cardiopathie et qu'on a mis des clips chez des patients qui avaient des VG trop altérés et on n'a pas changé le pronostic. Alors que dans Coapt, on avait plutôt des IM disproportionnels par rapport à la dilatation du VG et donc le fait de corriger la fuite, on a amélioré le pronostic. Et donc j'insiste, il ne faut pas se jeter sur toutes les insuffisances mitrales secondaires. Il y a des critères, il faut que le VG ne soit pas trop dilaté. Je crois que c'est faux. Enfin, Sandra me le confirmera, mais je crois que c'est 110 millilitres par mètre carré en indexé, en écho, et avec des sorts au moins supérieurs à 30 pour le Mitraclip. Alors, je vais passer rapidement sur le rétrécissement mitral. Les étiologies. Je pose une question sur l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale secondaire, les critères, c'est pour tout le monde ou c'est vraiment pour la sélection des Mitraclip? Alors, pour la sélection des Mitraclip, c'est supérieur à 30 mm, la sorte doit être supérieure à 30. Ton volume indexé, je crois que c'est 110 mm par mètre carré en écho. Et après, tu as les critères en météo, là que j'ai pas évoqué, mais que la hauteur septale, qui n'est pas de grosse calcification. Et la définition de l'IM secondaire, maintenant, en fait, c'est comme l'IM primaire. C'est 40, sort supérieur à 40, le volume régulateur supérieur à 60 ou 45 Siba débit. Donc, ça simplifie les choses. Donc, le rétrécissement mitral, l'étiologie principale, le rhumatisme, des rétrécismes dégénératifs, on a aussi les causes dégénératives post-radiques, et beaucoup plus rares, congénitales et les syndromes carcinoïdes. Je vous ai remis rapidement aussi pour évaluer en échographie, donc un gradient moyen supérieur à 10, une surface inférieure à 1,5 cm², évalué en planimétrie, idéalement en planimétrie 3D. On peut aussi mesurer par le PHT et par une équation de continuité. Donc l'équation de continuité, en fait, il faut mesurer le débit aortique, puisqu'on part du principe que le débit mitral est égal au débit aortique. Donc en mesurant le débit aortique et l'ITV mitral, on va avoir une surface. Alors les recommandations, mais rien qui change. Le RM sévère symptomatique, très bien, classe 1, au risque embolique, en cas de survenue de FA, d'antécédent d'accident embolique ou d'un contrat spontané dans l'objet, et le risque hémodynamique. Alors maintenant, je vais parler un petit peu des anticoagulants. Alors, maintenant, c'était déjà un petit peu le cas en 2017, mais c'était du 2A. En 2017, on disait qu'on recommandait de mettre les NACO par rapport aux AVK dans les valvulopathies aortiques et l'insuffisance mitrale. Maintenant, c'est du classe 1, on doit mettre des NACO référence par rapport aux AVK. Les NACO sont toujours contre-indiqués dans ce qu'on appelle les FA valvulaires, donc en cas de prothèse mécanique ou de RM modéré à sévère. Ça ne change pas. Maintenant, on va parler un petit peu des anticoagulations post-chirurgie. Alors, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus la place au NACO. En fait, alors, il diffère deux choses. Déjà, l'absence d'indication d'anticoagulation curative ou en cours, ou la présence d'une indication, donc classiquement la FA. Après une bioprothèse aortique, dans les 3 mois, s'il n'y a pas d'anticoagulation, c'est aspirine ou AVK. On ne parle pas des NACO. Donc, en pratique, ici, on met plutôt l'aspirine. En cas de bioprothèse tricuspido-mitrale ou plastie mitrale et tricuspide, c'est AVK pendant 3 mois et plus ou moins aspirine. Et en cas d'indication curative au long cours, alors après 3 mois, là, ils mettent la place au NACO en classe 2A. Et dans les 3 premiers mois, ce n'est pas tout à fait clair parce que les NACO, ils peuvent être considérés dans les 3 mois après une bioprothèse mitrale en 2B, mais ils ne parlent pas des bioprothèses aortiques. Alors, j'ai pas mis de slide dessus, mais probablement parce que le seul essai randomisé qui a comparé les NACO et les AVK en post-chirurgie, c'est River. Ça compare Xarelto contre warfarine, et c'était dans la bioprothèse mitrale. Il y avait 1000 patients, et c'était un essai de non-infériorité sur des critères de hospitalisation pour insuffisance cardiaque et d'accident embolique AVC, AIT. Et à 1 an, les NACO étaient non inférieurs aux AVK. Et sur ces 1000 patients, il y en a seulement 20% qui avaient été inclus dans les 3 premiers mois après la chirurgie. C'est probablement pour ça que ça n'apparaît qu'en 2B et que surtout, il ne parle que de la bioprothèse mitrale. Avec nous ici en pratique, généralement, une bioprothèse aortique à la FA, on
on leur met plutôt les NACO après la chirurgie. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment plus d'accidents. Pour le TAVI, les choses sont simplifiées aussi. Si le patient n'est pas coronarien, bien entendu, c'est un cardiaque simple après un TAVI. Voilà, une classe 1. Il n'y a plus de place à la bioantigrégation après un TAVI. Je fais un petit laïus aussi, donc comment ça n'a pas changé, mais sur les polyvalvulopathies, en gros, on suit la prise en charge de la valvulopathie prédominante et il faut en discuter en team quand les valvulopathies, quand on a plusieurs valvulopathies sévères. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ils mettent de plus en place, notamment là pour les personnes âgées, en cas de IM et RA serré, de corriger d'abord le RA avec un TAVI et de se poser la question si derrière du traitement percutané de l'insuffisance mitrale. Et enfin, pour les prothèses valvulaires, en cas de fuite périprothétique significative, pas hésiter à se poser la question de la prise en charge chirurgicale, mais aussi percutanée, selon la morphologie de la fuite et l'habitude et l'expertise du centre local. Et dans cas de dysfonction de prothèse aussi, la même chose, se poser la question du valve-in-valve, selon l'expertise locale. Puis bien entendu, bon, en cas d'augmentation des gradients, ça je l'ai remis, mais il faut passer en anticoagulation curative si le patient n'en a pas. S'il y a déjà une anticoagulation curative, généralement on rajoute du cardégique s'il y a un épaississement des feuillets et une augmentation du gradient. Voilà, donc en conclusion, il n'y a pas d'énormes modifications. S'il y a une diapo à retenir, c'est plutôt celle-là, où je fais un petit rappel. Globalement, on a des prises en charge chirurgicales un peu plus précoces dans les valvulopathies asymptomatiques, puisque pour le RA, on commence à se poser on se pose la question avec un taux de FEG inférieur à 55%. Dans l'IA, on commence à l'évoquer quand le VG pareil, est inférieur à 55%, le diamètre télésystolique supérieur à 20. Pour l'IM, lorsque le diamètre télésystolique est supérieur à 40. J'insiste encore sur le mitraclip pour l'IM secondaire, mais la sélection des patients et l'optimisation du traitement thérapeutique dans un premier temps. La modification des critères d'IM secondaire qui s'alignent sur les IM primaires. Les NACO, bon, maintenant on confirme, on le savait déjà, les NACO on utilise les NACO toutes les AVK. Et pour le TAVI, après 75 ans, on doit en discuter, et un seul anti-agrégant après une procédure TAVI. Merci à tous.